bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Dans le cadre de l'année franco-russe, nous avons choisi comme décor pour présenter l'émission l'œuvre de Nicolas Polichki, installé au Royal Monceau. Nous parlerons donc de caviar, du tsar Nicolas, de Catherine, mais pas seulement, sommaire. Découverte ou redécouverte de la sympathie réciproque franco-russe. Rencontre avec une profileuse de nouveaux talents russes. Zakouski, koulibiak et caviar, un dîner à la russe. Pour commencer, nous nous invitons chez l'ambassadeur dans son merveilleux hôtel particulier, siège de l'ambassade de Russie. Nicolas, Catherine et les autres y ont laissé quelques très jolis souvenirs d'orfèvrerie et d'art de vivre très raffinés. C'est la 16e fois que la résidence de l'ambassadeur russe à Paris, un joyau de l'architecture du XVIIIe siècle, ouvre ses portes au public à l'occasion de l'année franco-russe. L'exposition raconte en objets précieux le lien qui unit la France à la Russie. C'est une évocation justement de 3 siècles de relations amicales entre la Russie et la France. En réalité, le lien qui réunit les deux pays remonte au mariage de Henri Ier et de Anne de Kiev. Remonter au XIe siècle aurait été trop long. On a essayé de présenter 5 siècles, 5 périodes qui ont un lien avec la France. Donc Pierre le Grand, qui est le premier tsar qui vient officiellement en France en 1717. Catherine II, qui elle n'est pas venue en France, mais a conservé des liens très privilégiés avec le siècle des Lumières. Alexandre II, qui est d'abord venu en visite officielle en 1867 pour inaugurer l'exposition universelle. Alexandre III, qui est le père fondateur de l'Alliance franco-russe. Et ensuite Nicolas II, qui est le dernier tsar de Russie et qui a consacré à la France 3 visites officielles en 1896, 1901 et 1909. Ce rassemblement de précieux souvenirs évoque joliment ce que les deux cultures ont en partage pour continuer à enrichir le présent qui les rassemble. Et à travers ces différents règnes, on a présenté des objets qui ont appartenu à la famille impériale, mais aussi de l'art traditionnel. Cette rétrospective historique met en avant les liens entre la France et l'un des plus importants souverains russes, mais aussi un art de vivre raffiné qui a inspiré notre art de mettre le couvert aujourd'hui. Nous nous trouvons ici dans la grande salle à manger de la résidence de l'ambassade de Russie. Et donc, cette salle dans laquelle nous nous trouvons, Nicolas II a reçu le président de la République lorsqu'il est venu le 6 octobre 1996 à Paris. Et donc, la représentation de cette table évoque un petit peu ce grand dîner de banquet qui a eu lieu dans cette salle à cet endroit. Il y a des choses tout à fait émouvantes. Je crois que surtout dans la salle qui est consacrée à Pierre le Grand, par exemple, cette sculpture, ce buste de Pierre le Grand qui tient dans les mains le petit Louis XV, qui avait à l'époque 7 ans, c'est le symbole de l'amour entre la Russie et la France. C'est très difficile de choisir un objet plutôt qu'un autre. Ils ont tous une raison d'être. Et surtout, ce qui était merveilleux, c'est que tous ces objets appartiennent à des collections privées françaises. Juste un objet, pas plus. Moi, je serais plus attaché à un objet qui est un tapis de sel qui a été offert au tsarevitch Alexis, qui est une pièce merveilleuse parce que c'est brodé de fil d'argent, de fil d'or, c'est avec des diamants, des émeraudes, donc c'est déjà très riche au niveau de la décoration, mais surtout qu'il est symbolique qu'il a été brodé par des dames d'un couvent à Ekaterinbourg en 1914. Et quand on sait que le tsarevitch a été assassiné avec sa famille dans la même ville 4 ans plus tard, je trouve que c'est symbolique. Hélas, pas pour le meilleur. Heureusement, il reste d'autres traces de bonheur, comme en témoigne ce service à thé en argent et métal argenté de la maison Christophe, créé par Léon Mallet pour l'exposition des arts français à Moscou en 1891. Toujours réalisé sur commande, la coupe de champagne de Nicolas II et les bijoux Marchak. La maison Marchak a été créée à Kiev, en Ukraine, en 1878. Ensuite, elle est devenue un grand joaillier russe. À la Révolution, la maison Marchak a fermé et le fils de Joseph Marchak est venu s'installer à Paris et il a ouvert une boutique aux 4 rue de la Paix. En 1989, le dernier propriétaire de la maison Marchak, Jacques Verger, a fermé et a pris sa retraite et la maison a disparu. Parlons au présent. Au début des années 2000, Daniel Marchak, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur,
a trouvé que c'était très dommage que le nom de Marchacq en tant que joaillier disparaisse. Donc il a décidé d'essayer de relancer la marque. En créant un précieux bestiaire et un plein chef-d'œuvre de l'orfèvrerie russe. Nous créons d'une autre manière. Bien sûr, nous nous inspirons. Nous avons un certain nombre de bijoux dont nous nous sommes inspirés. De même, nous nous inspirons de tout ce qui peut être la Russie. Mais tous nos dessins actuels sont des dessins originaux. Nous ne refaisons pas de copies d'anciens modèles. À la fin des années 1880, les ateliers de la maison Marchacq à Kiev ont brûlé. Pendant qu'ils étaient en cours de reconstruction, les ouvriers de la maison, en cachette, ont fabriqué ce plat. Sur ce plat, il y avait représenté tous les outils que les joailliers et les orfèvres utilisent. Lorsque la maison a ouvert, ils ont tous offert à Joseph Marchacq ce plat pour lui porter bonheur et en hommage également de tout l'amour qu'ils avaient pour cette maison. Depuis, la maison continue de créer le luxe français, lien fort entre les deux cultures. Je crois qu'il y a au-delà du luxe français, il y a des affinités beaucoup plus profondes qui viennent de la toute petite jeunesse, de l'enfance même, puisque nous grandissons avec les mêmes livres. La musique, c'est la même. Les arts comme le ballet, le théâtre, nous sommes tellement proches, je crois qu'il n'y a pas de nations en Europe qui sont autant proches que les Russes et les Français. C'est pour ça, c'est un amour, à mon avis, tout à fait naturel. Et espérons éternel, comme les ce diadème colcochique en platine et diamant de la maison Cartier. Tant pis pour ceux qui préfèrent les blondes, c'est une collectionneuse brune et très jolie qui nous invite à découvrir les jeunes artistes de la scène russe. Visite guidée. Toujours pour célébrer la Russie en France, le musée du Louvre, s'il vous plaît, a souhaité rendre compte de l'art russe aujourd'hui en mettant à l'honneur la création contemporaine mal connue, encouragée et soutenue par Stella Kassaevsba. Elle crée la Stella Art Foundation en 2006. J'ai toujours aimé voyager et j'ai toujours cherché à avoir différentes expositions, mais le véritable déclic, cela a été la rencontre avec des artistes eux-mêmes. La belle profileuse de talent expose dans la galerie qu'elle a ouverte à Moscou en 2003 Andy Warhol, Basquiat, Alex Katz et des artistes russes. Je suis très heureuse de voir les artistes exposés dans ce lieu privilégié. J'espère que cela interpellera les Français et qu'ils viendront découvrir le nouvel art russe. En partenariat avec la Stella Art Foundation, le Louvre expose 15 des protégés de label Mécène, une entorse à la tradition du musée. A priori, le Louvre n'est pas censé présenter de l'art contemporain, mais depuis maintenant 7 ans, régulièrement, nous invitons des artistes vivants à dialoguer avec l'histoire du musée, avec les collections, avec l'histoire du lieu. Comme on est dans l'année de la Russie cette année, Henri Loiret et moi-même avons souhaité prolonger cette découverte de la culture slave avec la Russie du présent, la Russie d'aujourd'hui. Les fossés médiévaux accueillent toiles, installations, vidéos, photos. Quel a été le critère pour ce choix ? J'ai choisi les artistes présents dans cette exposition en regardant ce qui, dans leur travail ou dans leur démarche, pouvait avoir un lien avec l'histoire de l'art, aussi bien l'histoire de l'art occidental que la propre histoire de l'art russe, d'où Valéry Kochalkov, qui depuis très longtemps, avant même l'invitation au Louvre, avait peint tous les grands musées, tous les grands monuments, spécialement parisiens. Je trouvais qu'il avait tout naturellement sa place. Ces artistes représentent diverses générations et tendances du renouveau de l'art contemporain russe. Non seulement les artistes représentent différentes générations, les pionniers comme Kabakov, qui nous a montré des maquettes d'architecture utopique dans le donjon du Louvre médiéval. Donc là, il y a aussi un lien entre l'architecture, les ruines du Louvre et ces architectures utopiques. Selon les générations, les œuvres sont très différentes. La vidéo, par exemple, projetée dans les remparts de Vadim Sakharov, un artiste plus jeune issu d'un mouvement conceptuel, il s'agit des confessions d'un artiste qui est pris dans la neige
et qui fait une sorte de testament, de déclaration sur la situation de l'art aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un artiste contemporain aujourd'hui dans le monde actuel? Vision pessimiste et glaciale a priori. Mais cette métaphore du froid, donc du gel ou du dégel, de la neige, est très très présente dans l'œuvre de très nombreux artistes, par opposition au feu. Donc il y a aussi ces deux extrêmes de la neige et du feu. C'est un thème qui traverse beaucoup la pensée et la littérature russe, donc c'est un petit peu naturel qu'on la retrouve ici. De même, il y a un autre thème qui est présent, c'est celui de l'utopie et la projection dans l'avenir. Aussi bien les œuvres ici de Pepperstein, fait allusion à une ville Mordor de 2012-2022, donc Kabakov avec le saut dans le vide, et le tremplin d'Icare aussi nous projette toujours dans l'espace. Il y a aussi dans l'inconscient russe le mythe de Gagarine, du héros dans l'espace, de la conquête de l'espace. On la trouve aussi avec les échelles qui montent vers le paradis. Et des dessins aux traits sombres qui symbolisent les paradoxes de l'âme russe et des tensions. Donc il y a cette tension entre le chaos, un peu le chaos de l'après-chute de l'Union soviétique, cette émergence d'un capitalisme très sauvage, très puissant. Donc c'est une situation complètement inédite, ce qui s'est passé dans les années 90 et 2000, et surtout cette apparition très récente d'une scène contemporaine russe. Donc c'est ces tensions entre le passé et l'avenir, entre le gel et le feu, je pense qu'elle représente bien l'état d'esprit des artistes aujourd'hui. Avant d'être galeriste, la dame était collectionneuse. Вы знаете, я могу сказать, что у меня в коллекции существуют разные художники. Dans ma collection personnelle, il n'y a pas de groupe d'artistes particulier. Elle est éclectique et commence par Warhol et se termine avec les grands maîtres les plus contemporains. J'ai cependant une préférence pour les maîtres américains. Я предпочитаю покупать западных художников, которые мне нравятся. Et le luxe dans tout ça? Le luxe, on ne peut pas le considérer comme une sorte d'objet stable qu'on pourrait enfermer ou même une matière. Il s'agit d'une chose changeante, mobile et a plus d'un trait à un état d'âme qu'à un objet inerte. Jolie définition. Cette exposition permet d'en savoir un peu plus sur ce qui nourrit l'âme russe. À voir au Louvre, salle de la Maquette, jusqu'au 31 janvier 2011. Cette année, pour Ariel Pétrosian, tous les chemins mènent à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Il n'a donc lésiné ni sur le caviar, ni sur ses découvertes culinaires, ni sur le décor. Bon appétit. C'est vers 1920 que la France découvre le caviar grâce aux frères Melkoum et Mouchek Pétrosian, les cousins d'Armène, émigrés arméniens-russes à la double culture. C'est donc très naturellement que la célèbre maison spécialisée dans le caviar, le crabe et l'épicerie d'excellence est associée aux nombreuses manifestations franco-russes et prépare zakouski et autres mets fins associés aux fêtes russes, art de vivre à part entière. J'ai fait un menu pour représenter l'esprit dans lequel les Russes font un repas. C'est-à-dire que dans un repas à la russe, on vous amène tout à table et après c'est vous qui prenez ce que vous avez envie. Depuis toujours, la famille conserve les traditions qu'ils font évoluer au gré de leurs découvertes gastronomiques, dont ces fameux zakouski. C'est presque comme une cuisine familiale que l'on ferait à la maison. Donc, ce qu'on appelle les zakouski, c'est littéralement mordre dans quelque chose. Immédiatement avec, il y a tout ce qui va autour de la nourriture, c'est-à-dire les amis, la convivialité, la musique, les samovars qui donnent l'ambiance. L'idée de la Russie, ces tissus précieux qui sont des tissus brodés. Il se prépare à son dîner à la russe. Ici, le plus n'est pas l'ennemi du bien, au contraire. Beaucoup de nourriture, beaucoup d'entrées, il y a 20 plats dans ce menu russe, avec un prix pour l'ensemble. Donc les gens ne choisissent pas, ils choisissent à table. Au fourneau, la belle Rougidia, l'une des rares chefs cuisiniers en France qui œuvre dans un restaurant de gastronomie française et de tradition russe. Comment travaille-t-elle le caviar? On travaille déjà avec M. Pétrosian, c'est vrai qu'il y a un grand dialogue, donc ça aide beaucoup. Je pense que c'est le plaisir, la passion du métier. Et après, on essaye tout simplement de ne pas trop travailler le produit de façon à ce qu'il ait son goût original
et que le client puisse le ressentir. Rouguidia entre en 2001 dans la maison comme seconde de cuisine puis chef de partie auprès des grands Philippe Conticini et Sébastien Farret. Elle s'est créée de nouvelles alliances de saveurs, même si les akouskis sont bien loin de ses origines sénégalaises. Même si j'en avais envie, je pense que je ne pourrais pas suivre complètement la version russe, tout simplement parce que je n'ai pas baigné dedans. Mais c'est vrai qu'en ayant goûté des plats, ça m'a amusé en fait d'essayer de faire des comparaisons avec notre culture et tout. Et donc ça m'a permis vraiment de pouvoir, disons, faire un lien entre les deux. Et je pense que c'est la française qui fait le lien entre le Sénégal et la Russie. Elle a pour ça une multitude d'épices pour innover et reste à l'affût d'une cuisine ouverte sur le monde. Même si l'œuf est la spécialité maison, elle aime créer des surprises avec ce très fameux petit grain noir. Pour ce qui est du caviar, j'aime en fait le mettre au dernier moment parce que c'est un produit qui est assez subtil et qui est très riche. Ça va permettre vraiment de sentir toutes ces saveurs, si c'est un ossiette rat, de sentir le côté iodé. Et en même temps d'avoir le poisson qui sera là, qui sera prêt, qui va avoir ce côté poisson, mais pas sec non plus et très tendre. Ainsi est né le tartare de bœuf au caviar inattendu, quasi iconoclaste mais tellement subtil. Innovation quand tu nous tiens. Le maître de maison a même fait venir à Paris les meilleurs chefs chinois pour les initier au caviar, très loin de la tradition culinaire chinoise. La raison pour laquelle je suis venue est suite à ma rencontre avec M. Petrosian dans mon restaurant où il a goûté des plats que je lui ai préparés. Il a trouvé que ma cuisine était différente de la cuisine traditionnelle. C'est la raison pour laquelle il nous a demandé de travailler sur le caviar. Celui qu'on a découvert ne ressemblait pas à l'idée qu'on en avait. C'est un produit extraordinaire et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Les Chinois ont droit à la spécialité. Je suis spécialiste de la cuisine chinoise et je voulais que Armen Petrosian m'explique les spécificités. Il m'a appris à distinguer les différentes gammes. J'ai appris des choses et je crée des plats pour lesquels je réfléchis à la manière dont je peux proposer ce produit. Votre cas, si les Chinois se mettent à apprécier le caviar comme le reste du monde l'a fait au début du siècle dernier, imaginez les tonnes d'œufs d'esturgeon qu'il va falloir. Quelles seront les associations de saveurs avec la cuisine chinoise? La cuisine chinoise est une cuisine très riche, très complexe et en même temps très variée parce qu'il y a toutes les régions de Chine avec les différents ingrédients. Donc il y a une parenté entre la complexité du caviar et la complexité de la cuisine chinoise. Comment les chefs d'une des 3 meilleures cuisines au monde réagissent-ils au tartare de bœuf au caviar? Le luxe, c'est aussi de pouvoir appliquer ses idées. Alors, c'est vrai que quelquefois, l'idée, elle est tellement hors norme qu'elle en devient excessive, mais d'un autre côté, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir réaliser ce rêve excessif. Alors, quelque part, c'est du commerce, quelque part, c'est de l'art, puis quelque part, c'est aussi se faire plaisir. Ce qui résume au fond la meilleure définition du luxe, se faire plaisir. Miam, les gourmands ont dû souffrir. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, merci à l'hôtel Royal Monceau de nous avoir accueillis. Coucou Moscou, Kiev, les bateliers de la Volga, surtout ceux qui ont les yeux noirs.